Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette nouvelle semaine sur Alizé Télévision. Je suis ravi de vous retrouver pour ce journal de 19 h en ce lundi 24 octobre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Plus de 20 ans après sa création, la Maison de la Citoyenneté de Pointe-à-Pitre est sur le point de se voir accorder le label de point d'accès au droit, une reconnaissance de l'écoute et de l'aide juridique qu'elle apporte aux administrés. Les musiciens et chanteurs guadeloupéens se mobilisent pour venir en aide à Haïti et récolter des fonds après le passage de l'ouragan Mathieu. Des prestations seront assurées toute la journée de demain à Rémy-Nessouta. Alain Caprice s'expose lui aussi au centre culturel de Pointe-à-Pitre. L'artiste nous invite sans chichi à découvrir ou redécouvrir ses œuvres qui ne manquent pas d'originalité. Le journal Rony Nabal. L'invité du journal ce soir sera Alan Nagam, président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe, tête de liste aux élections à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Créée en 1995, la Maison du citoyen pointois, actuellement dénommée la Maison de la citoyenneté de Pointe-à-Pitre, sera labellisée point d'accès au droit. Une convention sera signée en ce sens mercredi entre le Conseil départemental d'accès au droit et la ville de Pointe-à-Pitre. Cette labellisation constitue une reconnaissance officielle par le ministère de la Justice de la mission qu'accomplit déjà la structure municipale. Des permanences y sont assurées par des avocats, par la Ligue des droits de l'homme, mais également l'inspection du travail ou encore le Conseil des droits et devoirs des familles. Des services ouverts à tous et gratuitement, comme le montre ce reportage signé Muriel Barlagne. Écoute, information, orientation, conseil, c'est tout cela que les visiteurs peuvent trouver à la Maison de la Citoyenneté à Pointe-à-Pitre. Depuis des années, cet espace est un lieu de rencontre entre spécialistes du droit, associations et administrés. Puisqu'il en a le fonctionnement, c'est tout naturellement que le label Point d'accès au droit lui est attribué. Une véritable reconnaissance du ministère de la Justice qui répond à une demande de la structure formulée en 2009. C'est une structure qui a été mise en place par Georges Tarère et le maire honoraire, Henri Bongou. Donc effectivement, elle fonctionnait déjà comme un point d'accès au droit, puisque à l'époque, il y avait pas mal d'intervenants, comme la mission locale, le CIDF, Madame Tarère qui avait mis en place l'école des parents, l'école des femmes, il y avait également la DIL. Donc effectivement, on était là vraiment en tant que PAD, sans en avoir encore le label officiel. Et en 2008, la majorité municipale actuelle, le maire Jacques Bongou, a voulu renforcer cet accès au droit pour tous. Et donc, il a élargi les compétences de cette structure. Et pour ça, il l'a appelé Maison de la citoyenneté, qui est plus large. Et voilà. Plus de 1200 personnes sont accueillies chaque année à la Maison de la citoyenneté. Elles sont reçues gratuitement, sans condition de ressources, quel que soit leur âge et leur nationalité. Nous avons également une forte majorité de personnes d'origine étrangère qui viennent souvent pour être en règle avec l'État français. Donc ils viennent pour un titre de séjour. Donc on les accompagne dans cette démarche également. On les oriente également vers les institutions référentes. Et puis, il y a beaucoup aussi qui viennent aussi pour une conciliation, qui ont des problèmes avec le service public. Donc il y a le délégué du défenseur des droits qui est là pour traiter les dossiers. Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme pour tout ce qui concerne les problèmes de discrimination. Voilà. Le label PAD, Point d'accès au droit, officiellement décerné ce mercredi, vient renforcer l'action de la Maison de la citoyenneté. Il est reçu comme un encouragement à continuer sur la voie de la justice de proximité pour permettre à chacun de régler ses litiges dans les meilleures conditions. Voici une nouvelle contribution à l'insertion professionnelle des jeunes guadeloupéens. En partenariat avec le réseau Jeunesse Outre-mer,
La ville de Bemao et le conseil régional organisent la première édition des rendez-vous de l'insertion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Cette manifestation se tiendra ce jeudi 27 octobre au CWTC de Jarry de 9h à 21h. Ces initiateurs en faisaient la présentation à la presse ce matin. Joël Saint-Silly y était. Reportage. Parler insertion professionnelle dans un contexte où le chômage explose, un exercice compliqué mais abordé avec conviction par la région Guadeloupe, la ville de Bemao et le réseau Jeunesse Outre-mer, des partenaires face à la presse pour évoquer les rendez-vous de l'insertion, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Une opération qui réunira des demandeurs d'emploi, des porteurs de projets et des chefs d'entreprise. Un engagement naturel pour la région Guadeloupe, chef de file de la formation. Il faut savoir que c'est notre deuxième budget après le développement économique. Et chaque année, la formation professionnelle se chiffre en millions d'euros, 4 à 5 millions d'euros, donc ce n'est pas rien. Une nouvelle grand-messe qui débouchera sur pas grand-chose, qu'un nenni, selon les initiateurs de cet énième rendez-vous autour de l'insertion professionnelle. La ville de Bemao dit avoir déjà fait ses preuves en la matière. Je prends un exemple clair. Aujourd'hui, vous avez la pépinière d'entreprise, Audacia, avec 9 jeunes entreprises qui sont représentées dans un milieu, aujourd'hui, la haute technologie. Mais c'est parce qu'il y a eu cette volonté. Cette volonté, un jour, de mettre en place une action qu'on a peut-être considérée comme étant une grande messe, ce jour-là, et qui a débouché sur du concret. Aujourd'hui, ils sont accompagnés, ils ont une logistique à leur service. Nous sommes en train de mettre en place l'espace de coworking et ces jeunes-là vont pouvoir prendre leur envol. Ils ont été visités par la ministre de l'Outre-mer et ils l'ont dit eux-mêmes, ça marche très bien. Du côté du réseau Jeunesse Outre-mer, là aussi l'optimisme est de rigueur et l'on croit dur comme fer en l'efficacité de ce type de rencontre entre demandeurs d'emploi et employeurs. Et pour mieux s'en rendre compte, l'impact de cette opération sera évalué. Nous avons tenu à ce qu'il y ait un suivi avec nos partenaires pour qu'on puisse aussi mesurer et savoir dans quelle proportion est-ce qu'il y a eu des embauches après cette manifestation et dans les 6 mois à venir, dans l'année à venir, pour qu'on puisse avoir des retours et montrer aux Guadeloupéens qu'on a travaillé pour l'emploi et pour que la Guadeloupe se développe en tout cas. Rendez-vous donc le 27 octobre au WTC à Jarry et ensuite peut-être dans les jours et mois à venir pour mesurer la véritable efficacité de cette nouvelle grande manifestation dédiée à l'insertion professionnelle. Et c'est le moment de retrouver l'invité de notre journal, Alan Nagam, président de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également tête de liste aux élections à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Vous êtes donc en tant que président de la FTPE, parmi les nombreux partenaires de ce rendez-vous dont nous venons de parler, le rendez-vous de l'insertion, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Est-ce que favoriser l'insertion des jeunes fait partie des missions que doit se donner une CCI ? Mais tout à fait, parce que vous savez qu'on a aujourd'hui une difficulté majeure qui est la prise en compte de notre jeunesse, et particulièrement aujourd'hui où nous arrivons dans un domaine très important qui est la transition numérique. On estime que la transition numérique, c'est le domaine de la TPE, donc c'est des entreprises de 0 à 5 salariés. Donc oui, effectivement, l'autre rôle de la Chambre de commerce, c'est aussi d'accompagner la transition numérique et la jeunesse guadeloupéenne. Mais en cela, la FTPE, comme vous l'avez bien cité, nous sommes partenaires de cette opération avec la ville de Bemao et la région Guadeloupe parce que nous estimons que les TPE aujourd'hui sont plus enclins à insérer notre jeunesse. La CCI des îles de Guadeloupe est également partenaire de cette opération. Vous conduisez la liste Entreprises unies et fortes pour une chambre grande et solidaire. L'intitulé de votre liste sous-tend que la CCIG ne serait pas ou n'aurait pas l'envergure qu'elle devrait avoir et qu'elle n'est pas assez aux côtés de ses ressortissants? Non, mais vous savez qu'aujourd'hui, la CCI a fait ce qu'elle a cru bien faire. Mais nous qui avons un regard neuf, un regard avec notre vision économique, nous proposons une nouvelle orientation de développement économique. Oui, effectivement, nous disons que la CCI, dans ce jeu-là, n'a pas encore été dans cette orientation-là. Alors, nous voulons effectivement mettre l'entreprise au cœur de la Chambre de commerce. C'est pour ça que
nous faisons effectivement dans notre programmation faire de la CCI effectivement le partenaire essentiel du développement économique de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter à ces élections? Mais ce qui m'a décidé particulièrement à me présenter, c'est parce que vous savez bien comme moi-même que je suis membre de Guadeloupe économique et membre fondateur, je le dis souvent pour que tout le monde l'entende bien. On avait l'intention de nous proposer encore, et c'est un peu ce qu'on constate, les mêmes qui depuis 20 ans ont œuvré, peut-être qu'ils ont bien fait, peut-être qu'ils ont mal fait, mais à un moment donné, il faut savoir passer la main, et j'étais contre le fait qu'on puisse présenter une liste avec une colonne vertébrale de 20 membres sortants, et j'estime qu'ils n'ont pas réussi la transition numérique, ils n'ont pas réussi la transition économique, et mettre en rail, effectivement, la parallèle qui voulait que nous allions de l'avant dans le développement économique. Aujourd'hui, 70 000 chômeurs, le monde est en crise, aucune proposition de la Chambre de commerce actuelle. Or, nous estimons, nous, que la Chambre de commerce détient l'ingénierie économique et financière pour accompagner les collectivités territoriales et régionales. Dans ce combat, vous n'êtes pas seul. Qui est à vos côtés sur cette liste? Est-ce que ce sont uniquement des chefs de petites, de moyennes entreprises? Eh bien, écoutez, je crois que nous avons fait la démonstration de ce que nous savons faire et nous avons donné une identité, une représentativité à ces entreprises. Aujourd'hui, nous disons, grandes et petites ensemble, faisons l'économie de la Guadeloupe. Il n'est nullement question pour nous de la preuve. On a chez nous des éminents et d'hommes d'expérience comme Gilles Témine, ancien président du port, Jean-Michel Panchard, incontestable sur la croisière. Nous avons Philippe Hermouisa qui a quand même travaillé présent avec toute l'expérience, Jocelyn Maléama qui a créé CCI près de chez vous, et d'autres jeunes. Je crois Midi Keita qui a une expérience en ingénierie qualité que personne ne peut... Voilà, on a effectivement cette approche avec un certain nombre de... et la diversité guadeloupéenne. Je parle de Pascal Labrier qui aime du groupe GTM, qui quand même aujourd'hui veut porter son expérience aux jeunes Guadeloupéens. Mais c'est ça que nous disons. Nous n'avons pas l'intention de dire que nous faisons, parce que nous sommes présidents de TPE, que nous faisons une politique de TPE. Si l'adversaire le dit, c'est vrai que dans leur programme, j'ai bien relu, beaucoup de leurs actions reprend les actions de la FTPE, l'accompagnement financier, l'accompagnement à l'URSSAF RSI, etc., etc. Nous sommes très à l'aise dans le domaine. Nous n'allons pas encore écrire un programme nouveau dans le sens de l'accompagnement. Nous allons vouloir aller plus loin. Aujourd'hui, nous disons que allons vers l'avenir et proposons à l'économie guadeloupéenne une nouvelle orientation économique tournée vers la relance des filières de production. Parce qu'aujourd'hui, nous consommons 100% de lait importé. On n'a plus rien chez nous, rien ne marche. On a 2 abattoirs et on n'a pas assez de bovins. Donc, relançons la production. C'est le rôle de la Chambre de commerce de lancer, et particulièrement dans un schéma qui est important, c'est la ZRR, la zone de revitalisation rurale, développement des centres-bourgs, relance des centres-villes et l'accompagnement des entreprises. Voilà. Et ça permet de mettre en place un SIDER, qui est la Société d'investissement de développement économique rural. Et bien voilà, c'est le rôle de la Chambre de commerce, de la région et de la Chambre d'agriculture. Donc nous savons ce que nous disons, nous savons ce que nous parlons. Donc aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à mettre en application. C'est pour ça que nous sommes candidats. Alors, vous voulez mettre les chefs d'entreprise et l'entreprise au cœur de la CCI. Je suppose que c'est parce que ce n'est pas le cas. Enfin, c'est en tout cas le constat que vous faites. Très peu de chefs d'entreprise participent à ces élections. Comment arriver à les convaincre? C'est le sujet parce que justement, depuis tantôt, on les a repoussés. Et c'est vrai que nous rencontrons les chefs d'entreprise qui mettent leur vote à la poubelle. Nous rencontrons les chefs d'entreprise qui disent oui, de toute façon, la CCI n'a rien fait pour nous. D'ailleurs, quand nous y allons, on ne sait même plus à qui nous sommes et ce qu'ils font pour nous. On a envie de donner une autre image à la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe. Vraiment donner une autre image. Malheureusement, on fait tout pour que les chefs d'entreprise participent à ce vote. Ils ont été tellement dégoûtés par une oligarchie, je dirais, certains disent une mafia. Bon, il ne faut pas aller jusque-là quand même, parce que c'est quand même des chefs d'entreprise, mais nous disons que quand même, il y a une chape de plomb sur la Chambre de commerce, et on a eu l'impression effectivement que ça appartenait uniquement à une certaine catégorie et à certaines personnes. Alors je suppose que tout n'est pas acheté dans ce qui s'est fait dans la précédente mandature, s'il fallait retenir l'une des actions fortes menées par la CCI ces dernières années. Mais je reconnais qu'il y a des actions fortes. La preuve, accueillir la FTPE, comme tous les chambres de commerce de France et de Navarre, c'est le rôle des chambres d'accueillir la Fédération des petites entreprises. Paris, Versailles, Lyon, partout. En Guyane, c'est fait comme ça. Bon, après, notre insolence a voulu que, pour exemple, d'être candidat, Mme Colette Coury a choisi de nous mettre dehors. Bon,
tant pis, mais on continue à l'apprécier, mais on dit qu'effectivement, il y a eu des choses de faites, on ne crache pas sur tout. Bon, malheureusement, le RCS, on voit ce que c'est dans tous les journaux, on voit que ça a été mal construit, mal fait. Bon, peut-être que même l'absorption, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu fusion entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre parce que c'était une décision de l'État, mais il y a beaucoup plus un dégrèvement, un délaissement de la partie Basse-Terre parce que peut-être que on avait d'autres ambitions pour pouvoir tout centraliser dans la zone Grande Terre Pointe-à-Pitre, mais et que dans la volonté même de l'équipe précédente, rien n'était prévu pour effectivement le développement. Et bien, nous disons que nous devons, dans notre organisation, rééquilibrer le territoire économique du territoire. Sans repartir sur une bipolarisation Sans repartir, non, il n'est pas question de revenir sur une bipolarisation. Chambre de commerce des îles de Guadeloupe. Une chose que nous ne ferons pas, c'est que nous ne ferons pas cette histoire de chambre d'antenne des îles du Sud. Ça n'a aucun sens. Désirade n'a pas de relation avec Marie-Galante. Terre de Bas, Terre de Haut n'a pas de relation avec Marie-Galante. Donc ça, c'est à quoi une antenne des îles du Sud à Marie-Galante. Par contre, nous mettrons Désirade dans la rivière du Levant, Terre de Haut, Terre de Bas avec le Sud Caraïbe. Nous mettrons effectivement Marie-Galante avec communauté de la Marie-Galante intégrée vers Cap-Excellence parce que les jeunes Marie-Galante viennent plus facilement à Pointe-à-Pitre. Donc, on va rester dans la réalité économique du territoire. C'est ce qu'on veut faire. Donc, par contre, nous mettrons des années, je reviens de Désirade. Désirade a grand besoin d'accompagnement. Nous avons vu avec les partenaires, Désirade a de grandes chances en agriculture, en développement du tourisme. Et la pêche, ils sont meilleurs que tout le monde dans la pêche. Désirade, c'est un modèle pour le développement de la pêche artisanale améliorée. Il ne faut pas que nous allions dans ce qu'on appelle la pêche industrielle. C'est une fausse idée. Nous voulons effectivement se servir du professionnalisme des Désiradiens pour développer effectivement la filière pêche. Je dis bien la filière pêche, pas la pêche, parce que nous savons effectivement la pêche est dérivée, c'est ce qui va nourrir les Guadeloupéens demain. Dernière chose, Alain Nagam, président, je le rappelle, de l'FTPE et candidat à l'élection de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Rappelez-nous les actions prioritaires si vous accédez à la présidence et à la direction de la CCI, les actions prioritaires qui seront menées en direction des ressortissants. Bon, première chose, sécuriser le personnel de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Ensuite, rencontrer tous les partenaires institutionnels, c'est-à-dire les présidents des communautés d'agglo, pour bien leur dire que l'ingénierie, ce que nous souhaitons mettre en place avec eux, c'est une commission d'ingénierie économique et financière pour permettre d'accompagner, de relancer l'économie de la Guadeloupe. C'est ce que nous voulons en partenariat avec tous. Donc on va effectivement recentrer, remettre en musique cette bonne cohésion, cette complicité, je veux même cette parentalité, familiarité économique pour effectivement de faire de la Guadeloupe de demain et faire de nos TPE les PME de demain. Merci beaucoup, Alain Nagam. Je rappelle que vous êtes tête de liste de Entreprises unies et fortes pour une chambre grande et solidaire et que les élections à la CCIIG, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Ces élections ont débuté le 20 octobre et se terminent le 2 novembre, élections qui se déroulent par correspondante. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, nous irons rencontrer l'artiste plasticien Alain Caprice qui présente sa nouvelle exposition depuis aujourd'hui au Centre culturel Rémy Souta à Pointe-à-Pitre. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région et pour débuter, direction la République d'Haïti où plus de 170 prisonniers se sont évadés de prison. C'est votre rendez-vous Caraïbes. La majorité des détenus se sont évadés d'une prison en Haïti samedi 22 octobre après avoir tué un gardien et dérobé des armes à feu, ont annoncé les autorités qui ont lancé des recherches pour retrouver les 174 fugitifs. 11 prisonniers seulement ont pu être rattrapés pendant l'évasion. La police a dressé des barrages sur les routes menant à la prison et a arrêté plusieurs personnes sans carte d'identité, a rapporté un journaliste de Reuters. Les 266 détenus de la prison d'Arcahaie, située à quelques kilomètres au nord de Port-au-Prince, ne portent toutefois pas d'uniforme, ce qui devrait compliquer les recherches. Les fugitifs ont d'abord pénétré dans un secteur réservé au personnel pénitentiaire, où ils se sont notamment emparés de 5 fusils.
Durant l'évasion, un gardien a été abattu et un prisonnier est mort en chutant d'un mur. Les riverains ont été priés de collaborer avec la police, lancée dans une vaste chasse à l'homme, ont précisé les services du Premier ministre. Les ministres de la Justice, des Affaires étrangères et de l'Intérieur se sont rendus sur place. La Cour d'appel de Port of Spain à Trinidad a pris seulement 2 heures pour rejeter une demande de l'opposition. L'UNC, le Congrès national uni, contestait les résultats des élections générales de l'an dernier. Les juges ont anéanti les espoirs de l'UNC d'organiser de nouvelles élections dans 5 circonscriptions, considérant que le scrutin a été mené d'une manière libre et équitable, conformément aux exigences constitutionnelles. Toutefois, le comité d'appel, composé des plus hauts juges du pays, a estimé que les organisateurs de l'élection ont outrepassé leurs compétences quand ils ont décidé de la prolongation d'1 heure de ces dernières en raison de fortes précipitations. La décision de la Cour d'appel est définitive car il n'existe aucune possibilité de recours devant le conseil privé basé au Royaume-Uni. Après les étudiants, ce sont les Resteadas, entendez les courageuses, qui dénoncent le gel de la collecte de signatures contre le président vénézuélien. Une séance extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est d'ailleurs tenue dimanche 23 octobre. Le Venezuela courageux sera libéré, ont scandé des milliers de femmes en défilant samedi 22 octobre à Caracas contre la suspension du processus référendaire qui vise l'impopulaire chef d'État Nicolás Maduro. Nous sommes prêtes pour la désobéissance civile, nous allons faire face dans la rue et nous allons obtenir le référendum, a déclaré Liliane Tintori, épouse de Leopoldo López, figure de l'opposition de centre-droit et actuellement emprisonnée, qui a pris la tête du cortège. La marche des Resteadas est partie samedi matin de 4 points de la capitale vénézuélienne avant d'envahir la principale artère de la ville, l'autoroute Francisco Fajardo. Aujourd'hui débute la nouvelle étape de la lutte contre la dictature, l'étape définitive, a écrit sur Twitter l'ancienne députée Maria Corina Machado, également proche de l'opposition. Cette nouvelle poussée de fièvre au Venezuela, où la crise politique se double de graves problèmes économiques, a été engendrée par l'annonce jeudi 20 octobre de la suspension de la collecte de signatures, étape préalable à l'organisation d'un vote pour ou contre le maintien de Nicolás Maduro à la présidence, un poste qu'il occupe depuis maintenant 3 ans. Plus d'une vingtaine d'artistes de Guadeloupe se mobilisent en faveur de la République d'Haïti et singulièrement pour la reconstruction d'un orphelinat au Caille dans le sud du pays. Ils seront présents demain durant toute la journée au centre culturel Rémy Nasuta à Pointe-à-Pitre afin de récolter des fonds. Parmi les initiateurs de ce projet, la chanteuse Marilyn Daoumé. Aux côtés de la chanteuse haïtienne Chantal Laurent, elle prépare activement le rendez-vous de demain. Muriel Barlagne est allée les rencontrer. Reportage. Ils font partie des artistes ayant choisi de se produire pour aider un orphelinat haïtien ce mardi au centre Rémy Nasuta. Une initiative de l'association RESAX, réseau suivi des personnes sous main de justice ou en voie d'exclusion. C'est suite au passage de l'ouragan Mathieu et on tenait à faire quelque chose pour Haïti. Et on s'est dit, écoutez, on cherche effectivement une structure qu'on pourrait éventuellement venir en faire en aide. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé l'association des jeunes croyants. C'est une association qui se trouve dans la ville des Cailles, dans le sud d'Haïti, effectivement le sud, où l'ouragan Mathieu a fait d'énormes dégâts. Suite à cela, on est en contact avec les responsables et il y a eu des échanges assez, sérieux. Et de là, il y a eu ce partenariat et de dire qu'on se lance maintenant dans cette organisation, de dire qu'on veut les aider pour la reconstruction de leur orphelinat étant ravagé par l'ouragan Mathieu. Ce grand rendez-vous artistique et solidaire qui met à l'honneur des genres musicaux variés est soutenu par la chanteuse Chantal Laurent. La Guadeloupéenne d'adoption est restée très attachée à son pays d'origine, Haïti. Haïti est tellement mal placé qu'il fait chaque année, on a toujours peur pour le pays. Alors cette année, vraiment, pour moi, c'est injuste. La nature
Vraiment, c'était vraiment, vraiment dur pour Haïti. Et c'est pour ça, comme on dit, automatiquement on m'a appelé, des amis m'ont appelé, Chantal, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris des nouvelles des familles, des amis? Eh bien, il suffit tout de suite de téléphone pour savoir. Alors malheureusement, on a perdu du monde, on a perdu des gens et le pays souffre, les enfants d'Haïti souffrent. Alors c'est pour ça que je dois être là pour cette manifestation. Marie-Line Dahomey a eu un coup de cœur particulier pour cette grande île en souffrance. Elle s'est donc fortement impliquée dans l'organisation de cet événement. Il y a près d'une quarantaine d'artistes qui sont inscrits et chaque artiste va venir jouer 2-3 morceaux. Des gens connus comme Carole Benutolo, Jean-Michel Esdel, Fred Dehay, Annick Noël. Voilà, tout un tas d'artistes qui seront là. Sylvie Maï nous a dit qu'elle passera aussi dans la journée. Donc ils sont là généreusement pour aider ce projet. Donc c'est pour ça qu'on demande à la population de venir. Il y a des choses à découvrir et il y a un geste solidaire à faire. Cette collecte de fonds sera opérée jusqu'à la mi-novembre. Les généreux donateurs peuvent avoir plus de renseignements au 05 90 46 84 65. Rendez-vous demain matin dès 9h au Centre culturel Rémy Souta. Jean-Paul Kiko, président de Guajeka, était notre invité vendredi soir. Parmi les questions auxquelles il a accepté de répondre, existe-t-il une activité économique liée aux jets et jouets traditionnels en Guadeloupe? Je vous propose d'écouter sa réponse. D'ailleurs, je suis justement un peu la preuve quelque part parce que depuis 2 ans, j'en ai fait mon activité principale et on se rend compte lorsqu'on va vraiment au fond des choses que les jeux traditionnels sont sur plusieurs axes. Tantôt l'aspect justement économique à travers justement les activités, les animations ou autres, mais aussi au niveau de l'instruction, on va dire, parce que tout ce qui est pédagogique, historique, etc., on profite justement pour véhiculer tous ces messages à travers nos activités. Donc, tantôt au niveau des animations, tantôt au niveau des formations aussi qu'on met en place, et puis des événementiels, que ce soit en Guadeloupe ou même dans la Caraïbe. Donc il y a vraiment un engouement pour les jeux traditionnels, et cela dans différents secteurs. Est-ce que, puisqu'on parlait d'artisanat tout à l'heure, est-ce que c'est un secteur qui peut permettre à des artisans, par exemple, de se mettre ou de se remettre à la fabrication de jouets? Est-ce qu'il y a cette offre-là? Les enfants qui, en dehors de l'animation, veulent jouer avec un jeu traditionnel, est-ce qu'ils ont la possibilité d'y avoir accès? Mais complètement, d'autant plus qu'on nous a souvent demandé d'avoir justement des kits pour pouvoir permettre à l'enfant aussi d'être acteur dans son jeu, donc pouvoir fabriquer également son jeu. Donc effectivement, il y a cette palette-là qui est proposée et le monde artisanal se rend bien compte qu'à chaque fois qu'on fait une animation, lors de nos événements, par exemple les fêtes TIG, à chaque fois, il y a un village artisanal pour montrer ce qu'on est capable de faire de nos 10 doigts, et notamment aussi dans les jeux traditionnels, dans la fabrication de petits cabois, des trottinettes ou autres. Donc effectivement, il y a un engouement là-dessus. Alors, il y a les ateliers, les animations proposées par Guajeka et à Festigé. Vous êtes venu aussi nous parler, Jean-Paul, d'un ouvrage à vocation pédagogique qui a été donc réalisé par Guajeka. Effectivement, on a créé un livre, ça s'appelle Les jeux et jouets traditionnels, un enjeu global pour la Guadeloupe. L'idée, c'était de montrer en fait que les jeux traditionnels ne sont pas uniquement basés autour de la consommation ludique du jeu, mais en fait qu'il y a plusieurs apports. Tantôt un apport pédagogique, tantôt un apport scientifique, tantôt un apport historique. Du coup, on a travaillé avec plusieurs collaborateurs, des psychomotriciens, des historiens, des enseignants, pour montrer un petit peu la valeur des jeux, mais sur d'autres critères. Et justement, au niveau artisanal aussi, par exemple, on a eu des personnes qui ont contribué au livre pour montrer que les jeux traditionnels sont aussi un outil économique, un outil artisanal, un outil culturel, pédagogique et vraiment qu'on peut retrouver dans différents secteurs. Donc vraiment, l'idée c'est de montrer que les jeux ne s'arrêtent pas qu'un aspect culturel et ludique, mais c'est beaucoup plus global et ça permet de justement découvrir plusieurs milieux. Est-ce que c'est un ouvrage qui est déjà utilisé dans les écoles, dans certains établissements ? Complètement d'ailleurs, que ce soit en Guadeloupe, en France ou même dans la Caraïbe, il y a des gens justement qui font appel à ce bouquin pour justement découvrir davantage le paysage culturel et caribéen des jeux traditionnels. Je suppose que c'est un bouquin, si éventuellement ceux qui nous écoutent souhaitent l'acquérir, il y a aussi cette possibilité, c'est pas uniquement réservé aux pédagogues. Non, pas du tout, c'est vraiment un livre ouvert à tout le monde. On a vraiment permis qu'il soit accessible à tous, des enfants aux adultes, aux scientifiques ou autres, ils pourront vraiment apprécier agréablement ce bouquin. Nous avions été à sa rencontre en mai dernier chez lui dans la commune de Sainte-Anne. À l'époque,
Alain Caprice travaillait sur les créations de sa nouvelle exposition personnelle. 22 ans après avoir accroché ses toiles pour la première fois, cet artiste pluridisciplinaire présente une nouvelle série d'œuvres au Centre culturel Rémy Linsouta à Pointe-à-Pitre. Intitulée « Redécouverte », cette nouvelle exposition est une invitation à redécouvrir son univers 3 ans après sa précédente exposition. Reportage Joël Saint-Célie. C'est une redécouverte à laquelle nous invite Alain Caprice. Un retour sur 20 ans de peinture, l'occasion peut-être de savoir si le peintre qui a commencé en 1996 est resté le même. Ce n'est pas à moi de répondre. Pourquoi ? Parce que ce que je propose cette année, ça s'appelle rétrospective. Okay? C'est-à-dire que j'essaie de rentrer en relation avec le public pour leur dire voilà mon parcours, ce qu'il a été depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'optique dans laquelle ça se passe. Alors, à vous de juger. Mais vous verrez d'emblée que l'artiste est toujours sans concession. Alain Caprice, comme à son habitude, peint, dit les choses telles qu'elles sont. Il parle de politique, de droits de l'homme, ainsi que ceux de la nature. Caprice serait-il un peintre engagé? Artiste engagé, le terme-là même, ça n'a pas qu'à interpeller. On va expliquer pourquoi. Chaque fois, on fait une action, qui c'est une action positive, qui c'est une action négative, ok? Il y a donc une prise de position. Il a choisi ça il voulait pas. Si engagé, c'est défendre de nobles causes, alors oui, Alain Caprice est engagé. En tout cas, quand il a dit, il papait prend position. Quand elle, a dans un tableau, il criait Pachamama. On travaille qui a dénoncé la déforestation et les mauvais côtés à ça y crier les nouvelles technologies. C'est montrer qui gens informatique, internet, toutes ces butins à ça, peut à la fois très bénéfique pour nous, mais qui peut aussi très négatif et très dangereux pour nous-mêmes. Donc, à un moment là, ça a présenté une image là au départ, là, on va regarder, on va dire, bon, comme c'est TV fait là, et puis là, on va fouiller, on va voir tout un système électronique, avec un petit bitin qui y a dedans, etc., et puis un petit filet sang qui va couler. Petit filet sang là, ça veut dire que tout n'est pas clair. Il faut nous veiller actifs quand même. Après 20 années peinti, Alain Papet Namay, il a toujours été un artiste. Alors, pour moi, un artiste, c'est un monde qui a une chance, je vais crier ça, une chance, des vraies réalités en pays, ok? On d'autres gens qui, majorité de monde qui travaille. Il faut unir un monde qui a en direction. Si Penti peut réussir à bas direction là en tant qu'outil, nous adorons. Et à un moment là, ça nous peut parler bâtiment, nous babadons, nous toute famille, nous. Et puis discussion, nous peut discuter. Discussion là peut monter au niveau son, il peut monter seulement au niveau sentiment. Non, c'est un tiers nous. Certain ça. Alain Caprice qui a invité tout le monde, vient voir travailler la pointe en disant Centre culturel Rémy Linsouta, il a jusqu'au 10 novembre. Et nous vous conseillons donc d'aller voir cette exposition, toute nouvelle exposition d'Alain Caprice. Information pratique. Dans le cadre des délestages programmés par le SIAG sur le réseau de Bello-Cadeau, les habitants de Capesterre-Belle-Eau et des communes des Saintes seront privés d'eau ce soir à partir de 22h jusqu'à demain 6h. Demain soir, ce sont ceux de l'Est du Gosier et de Goyave qui seront concernés par ces coupures tournantes. De plus, le SIAG informe qu'en raison d'actes de malveillance à Capesterre-Belle-Eau, la distribution d'eau potable est perturbée, voire interrompue dans les communes de Sainte-Anne, Saint-François et Désirade depuis ce matin, et ce certainement jusqu'à mercredi, fin de soirée. Un point sur la météo. Le ciel sera variable cette nuit sur l'archipel de Guadeloupe, mais les possibilités d'averses sont faibles. En milieu de nuit, elles pourraient menacer le sud et l'est de la Guadeloupe. Demain matin, c'est peut-être en Côte-sous-le-Vent que le risque d'averse sera le plus fort, mais dans l'ensemble, c'est du beau temps qui devrait prédominer. Côté qualité de l'air, c'est du bon, annoncé par Guadair avec un indice Atmo de 3.
Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau rendez-vous de l'actualité locale et régionale. On se quitte avec cet hommage à Daniel Forestal, décédé samedi à l'âge de 83 ans. Depuis 30 ans, attaché à la terre, je n'ai connu de la vie que misère. Grand Dieu sauveur, apaisez donc ma peine, chassez mes pleurs et calmez ma douleur. Ma tâche est lourde et cause ma détresse, mais chaque jour je la fais sans faiblesse. Ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur. Triste sort ne peut rendre jaloux, mon beau pays ne me paraît plus doux. Je n'ai pour bien que ma triste chaumière, mais mon cœur qui espère trouvera le bonheur. Depuis 30 ans attaché à la terre, je n'ai connu de la vie que misère. Grand Dieu sauveur, apaisez donc ma peine, chassez mes pleurs et calmez ma douleur. Ma tâche est lourde et cause ma détresse, mais chaque jour je la fais sans faiblesse. Ayez pitié de moi, grand Dieu sauveur, envoyez-moi de la joie dans le cœur.